Alexandre Pierre-Gentil, je suis chargé de mission auprès du directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de région Franche-Comté, où j'ai en charge le suivi des affaires institutionnelles, politiques, mais également des études, ce qui m'amène à développer au quotidien une connaissance de notre économie régionale, de l'économie de la Franche-Comté et de ses filières. Alors à ce titre, est-ce que vous pourriez nous faire une présentation économique de notre région, la Franche-Comté ? Absolument. Donc la Franche-Comté est caractérisée par la part importante dévolue à l'industrie dans la création de sa valeur ajoutée. Il faut savoir que le PIB de la Franche-Comté s'élève grosso modo à 30 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 1,5% de la valeur ajoutée nationale. Au sein de ces 30 milliards d'euros, la part de l'industrie est prépondérante. La Franche-Comté figure parmi les toutes premières régions industrielles de France. On estime qu'elle génère à peu près 25% de cette valeur ajoutée, alors qu'en France, la moyenne est de 15%. Cette industrie est structurée en filières, c'est le résultat d'une histoire qui est ancienne. On connaît l'ancienneté des savoir-faire horlogers en Franche-Comté, qui sont très liés à l'histoire du territoire, à l'histoire et au mode de vie. On peut citer également l'ancienneté de l'industrie automobile en Franche-Comté. Tout le monde connaît l'usine de Peugeot-Sochaux dans le nord de la région, qui a longtemps été la plus grande usine de France. L'industrie automobile reste la première industrie franc-comtoise et même ici, nous sommes tout près du pôle des microtechniques à Besançon. Il faut savoir que le premier marché de destination des microtechniques reste l'automobile. À côté de ces filières historiques, se sont développées des filières compétitives. Je pense notamment à la plasturgie. En Franche-Comté, on peut compter 4 pôles de compétitivité, tels que le gouvernement les avait suscités il y a une petite dizaine d'années. D'abord, le pôle véhicule de futur, donc qui correspond à cette filière automobile. Le pôle des microtechniques, directement lié à l'histoire horlogère et maintenant au savoir-faire microtechnique. Mais également, comme je le disais, le pôle Plastipolis. Le pôle Plastipolis qui, dans le sud de la région, regroupe avec Rhône-Alpes l'ensemble des industriels compétents en matière de plasturgie. Le quatrième pôle, c'est Vitagora. Vitagora qui, comme son nom l'indique, est dédié au métier de l'agroalimentaire. La filière agroalimentaire étant relativement importante en Franche-Comté. Il ne faut pas exagérer son poids. C'est vrai qu'il y a des produits emblématiques qu'on connaît tous, la saucisse de Morteau, le comté, qui en réalité représentent finalement dans le marché national des niches relativement peu importantes, mais qui malgré tout impriment fortement l'identité de notre région. Autour de ces 4 pôles qui représentent chacun des filières, on pourra également citer d'autres filières, d'autres métiers traditionnels. Je pense à l'industrie du bois, mais également à des filières liées à l'agriculture qui, encore aujourd'hui, caractérisent cette région un peu paradoxale qu'est la Franche-Comté, qui est à la fois, donc, comme je le disais, une des régions les plus industrielles de France, mais également, au regard de sa distribution territoriale, une des régions les plus boisées de France. Ce qui nous vaut, donc, comme je le disais, une filière bois très importante, mais également une filière du jouet. Chacun connaît, autour de Moiran-en-Montagne par exemple, des noms très connus au niveau national qui fabriquent encore aujourd'hui et qui sont des leaders sur le marché national et sur le marché européen, des jouets en bois assez emblématiques également. Donc autour de ces filières historiques, comme je le disais, c'est bien tout un tissu de petites entreprises, mais également de grands groupes qui structurent donc cette grande filière industrielle franc-comtoise. Et je ne veux pas oublier également cette nouvelle filière qui est en train de se développer dans le nord de la région, qui est la filière énergie. La filière énergie qui est structurée, qui s'articule autour de grands groupes. On connaît Alstom, on connaît peut-être moins General Electric. En tout cas, à Belfort notamment, on trouve un certain nombre de grands noms nationaux, puisqu'on peut dire que la Franche-Comté présente cet autre paradoxe d'être à la fois une terre d'industrie traditionnelle, regroupée autour de petites entreprises, souvent familiales, mais également des grands sites industriels. Je citais tout à l'heure Sochaux, General Electric, Alstom, sont autant de locomotives pour l'ensemble
de notre tissu d'entreprise en Franche-Comté. Très bien, merci pour ce focus sur les industries. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la conjoncture globale de la région ? Alors, depuis 2008, la Franche-Comté a particulièrement souffert de la crise globale. Il faut savoir qu'on retrouve seulement maintenant un niveau d'activité comparable à celui d'avant la crise. La crise a particulièrement frappé des entreprises qui sont historiquement très exportatrices. Il faut savoir que la région Franche-Comté est une des régions les plus exportatrices de France. C'est une des régions qui présente la balance commerciale la plus satisfaisante, c'est une originalité. Et donc, face à cette exposition aux marchés nationaux, eh bien, notre économie a particulièrement souffert. On retrouve seulement maintenant, je disais, des niveaux d'activité d'avant-crise. Dans les dernières notes de conjoncture à notre disposition, on se rend compte qu'en termes d'utilisation des capacités de production, on retrouve un niveau qu'on avait connu voilà, avant la crise en 2008. Il y a eu un petit rebond en 2011, puis à nouveau une période de relative dépression. On connaît en ce début d'année 2015, suite à un dernier trimestre 2014 plus satisfaisant, un petit regain d'activité. Cela est très perceptible à travers l'évolution de l'emploi intérimaire, car très naturellement, comme la Franche-Comté est la région la plus industrielle de France, elle est également celle qui emploie le plus d'intérimaires. Et ce volant d'intérimaires, eh bien, c'est celui qui pâtit en premier des ralentissements de conjoncture, mais c'est également celui qui, à nouveau, connaît la plus forte taux d'augmentation quand l'industrie connaît un regain d'activité. Donc, suite à des années difficiles qui ont durement frappé non seulement les effectifs, mais également les savoir-faire, eh bien peut-être le bout du tunnel. En tout cas, il est certain que cette crise aura laissé des traces. Je pense à certains savoir-faire, comme je le disais à l'instant, qui ont peut-être disparu. Et dans certaines filières, dans certains métiers et pour certains produits, peut-être avons-nous perdu des compétences très difficiles à former. Et c'est bien un enjeu pour notre tissu industriel post-crise de retrouver de la main-d'œuvre, de la former, car le défi du renouvellement des générations, si on va au-delà des problèmes de conjoncture de l'heure, et le défi de la main-d'œuvre est un des principaux problèmes que l'industrie régionale, mais également française, connaîtra dans les années à venir. Alors à ce sujet, vous parlez donc de difficultés par rapport à la main-d'œuvre. Des chefs d'entreprise signalent que notamment la Suisse, qui est très proche, fait partie aussi des problèmes par rapport à cette main-d'œuvre. Alors qu'en est-il de la proximité Suisse-Franche-Comté? Que pouvez-vous nous en dire? Alors effectivement, la proximité suisse est très déterminante pour l'évolution de notre activité économique. Il ne faut pas croire que la Suisse, malgré sa proximité, est un marché extrêmement influent. Nos premiers marchés de destination, d'export, sont nos grands voisins européens et pas la Suisse. C'est d'abord l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, sont eux avec qui on fait le plus de commerce. La Suisse nous influence, mais surtout en termes effectivement de captage de compétences. Évidemment, quand on réside sur la bande frontalière et qu'on est doté de quelques compétences industrielles, on a du mal à résister à l'attrait de salaires qui, parfois, sont vite 2 à 3 fois plus importants pour certains métiers et certains savoir-faire que ceux du marché français. Donc, une grande difficulté pour les entreprises de la zone frontalière à recruter et donc une grande difficulté à développer des projets industriels, alors même que dès qu'on forme un collaborateur, celui-ci, une fois compétent, va assez naturellement, on ne pourra pas lui en faire le reproche, aller sur le marché suisse. Alors, une fois de plus, un paradoxe, puisque notre région, malgré tout, bénéficie de cette proximité suisse. En effet, sur l'ensemble de cette zone frontalière, on connaît une croissance de l'activité commerciale particulièrement florissante. Une ville comme Pontarlier, qui compte à peu près 20 000 habitants, est dotée d'un outil commercial digne d'une ville de 120 000 habitants. Et c'est bien différencié de pouvoir d'achat des frontaliers qui explique ce dopage des capacités commerciales d'une ville comme Pontarlier. Donc le territoire du Haut-Doubs est pris dans un paradoxe, effectivement, entre désert industriel d'autre part et puis un oasis commercial de l'autre.
et dans tous les cas une région fragile puisque sous influence. On le voit bien aujourd'hui avec le renchérissement du franc suisse, qui n'est plus raccroché à l'euro depuis quelques semaines. Si les travailleurs frontaliers voient leur pouvoir d'achat augmenter à mesure que le franc suisse augmente naturellement, en réalité l'inquiétude prévaut. Car plus le franc suisse est cher, plus les produits suisses sont chers sur le marché international. C'est donc un risque qui pèse sur les exportations suisses à moyen et long terme, et donc comment dire, naturellement des licenciements sur le marché du travail suisse. Les licenciés suisses, entre guillemets frontaliers, viendront peser sur les collectivités frontalières qui auront à faire face à un coût social qui est à la fois conséquent d'une part et d'autre part pas du tout pris ou très peu ou très partiellement pris en charge par la Suisse qui n'est pas toujours un partenaire très constructif en période, disons, de durcissement de la conjoncture. Très bien. Alors, par rapport à l'avenir de la Franche-Comté, qu'en est-il ? L'avenir immédiat, enfin à moyen terme, en tout cas, c'est, comme chacun sait, la fusion avec la Bourgogne. La fusion avec la Bourgogne, on va assister sous peu à la naissance d'un ensemble de près de 3 millions d'habitants, qui restera néanmoins, à l'échelle française, un petit ensemble. On partage un certain nombre de traits communs. La Bourgogne est également une région industrielle. On citera par exemple, à titre illustratif, la filière nucléaire, qui est un atout bourguignon et qu'on ne connaît pas, nous, en Franche-Comté. La région est également une région exportatrice, qui est dotée d'une très forte identité à l'international, qui ne connaît pas les vins de Bourgogne. Bourgogne, c'est une marque globale, et ça peut être un atout pour la Franche-Comté. Ceci étant, évidemment, va se jouer la question du destin de cette nouvelle région qui fera à peu près la taille de la Suisse, mais qui se retrouvera un petit peu tiraillée entre des dynamiques territoriales divergentes. L'axe Rhin-Rhône, d'une part, dans lequel la Franche-Comté est particulièrement ancrée, avec comment dire, une dorsale urbaine assez cohérente. Si on regarde l'aire urbaine Belfort-Montbéliard, Besançon et son agglomération, puis des petites bourgades intermédiaires comme Dole ou le sud du Jura qui sont en liaison assez directe avec Rhône-Alpes, et puis d'autre part un ouest bourguignon qui est en voie de désertification, et Dijon au milieu qui se pose la question de sa vocation, entre cet axe Rhin-Rhône très proche de la Suisse, et puis la grande banlieue parisienne dont finalement la ville de Dijon n'est pas très loin. Des questions qui se posent pour ce nouvel ensemble en cours de constitution, au-delà des questions institutionnelles d'organisation et puis de détermination des capitales régionales, qui sont pour une part symboliques, mais qui ne sont pas non plus totalement sans conséquence sur le développement futur des villes franc-comtoises et bourguignonnes. Donc un avenir plutôt serein, néanmoins, avec questionnement ? Il est certain que notre région, ces dernières années, s'est beaucoup posé la question de son avenir et une fois de plus de son destin. Ce n'est pas des enseignants que j'apprendrai que Besançon était considéré dans les années 60 comme une possible métropole d'équilibre aux marges de l'espace national. Cette ville, à cause de la désindustrialisation, n'a pas connu le destin qu'on lui promettait. Elle s'en est trouvée un autre en développant, en capitalisant sur sa filière microtechnique notamment. Elle essaie aujourd'hui de recapitaliser sur sa filière horlogère. Il y a des initiatives en ce sens. Je pense que l'avenir n'est pas nécessairement sombre. Il y a de vrais atouts. La Franche-Comté est une région innovante. Elle est tiraillée certes par des logiques territoriales internes qui sont parfois contradictoires. Néanmoins, aussi à cause de cette proximité suisse qui lui garantit en tout cas un taux de chômage sur la bande frontalière relativement modeste. Si les bonnes questions sont posées, je crois que collectivement, les entreprises franc-comtoises et les responsables publics franc-comtois seront en mesure, disposent d'un certain nombre d'atouts pour apporter les bonnes réponses. Alexandre Perret-Gentil, merci beaucoup pour cette entrevue de la Franche-Comté et économiquement un peu plus poussée. Merci. Je vous remercie.